avez bien compris. Alors, je ne sais pas s'il marche. Vous m'entendez son micro ou pas? C'est peut-être plus net comme ça. Donc, bah ouais, vous avez compris, voilà, en fait, j'ai quitté l'école il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que l'école est finie déjà pour moi. Elle est finie depuis à peu près 1 an. Je suis jeune retraitée de l'éducation nationale, vous voyez, bien conservée par cette institution. Et d'ailleurs, je suis un peu surprise ce soir de voir une classe aussi nombreuse, parce que bon, quand même, j'ai connu des effectifs par classe assez chargés, quand même jusqu'à 35 élèves. Alors ce soir, je reconnais que je n'ai pas du tout l'habitude de gérer ce genre de classe. Donc, ne soyez pas surpris si, des fois, je m'y perds. Bien. Alors, donc l'école est finie pour moi. Ça, je suis vraiment super contente. Si vous saviez, le jour où on m'a annoncé que je pouvais prendre ma retraite, on me l'aurait donné plus tôt. Je crois que je l'aurais prise sans problème. Parce que vraiment, c'était une institution qui devenait difficile, de plus en plus compliquée. En fait, moi, j'étais enseignante pendant 37 années, hein, parce que j'ai encore la chance de bénéficier d'une retraite pas trop pagée. Et j'ai aussi été directrice d'école pendant mes 14-15 dernières années dans une école maternelle à côté de Rennes. Et j'ai vu vraiment que ça s'est dégradé considérablement avec une pression, ce que je me disais tout à l'heure, de plus en plus importante de la hiérarchie. Et en fait, faire tout vite, avec très peu de moyens et dans un temps de plus en plus court. Donc l'école finie, pour moi, ça, c'est super. L'école est finie aussi, c'est une deuxième chose importante, en tout cas dans ma vie professionnelle. C'est que, en fait, c'est le nom d'une action nationale qui a été menée au moment où Darcos, ministère de l'Éducation nationale, donc sous Chirac, sous Sarko, oh là là, sous Sarkozy, a donc fait une réforme un peu particulière. Et cette action nationale, en fait, suivait une action qui a duré 10 jours, qui s'appelait la Nuit des écoles, à laquelle donc mon école a participé. L'idée, c'était que pendant 10 jours, en fait, après les cours, on recevait tous les personnes, les parents, toutes les personnes qui avaient envie de réfléchir sur l'avenir de l'école, du système éducatif français. Et le soir, on dormait dans l'école. Donc en fait, nous, la maternelle a une grande salle de jeu, donc on avait des matelas et on dormait tous là. Donc c'était super. Mais ça a duré 10 jours, je ne vous dis pas, on était sur les rotules. En fait, même si on faisait des rotations au niveau des parents et des enseignants, ça a été quand même un peu chaud. Mais c'était très intéressant parce qu'il y avait d'énormes débats, on échangeait beaucoup avec les parents. Et donc, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les parents sont sous-informés de ce qui se passe en fait dans le milieu scolaire. Donc, suite à cette nuit des écoles, il y a eu une autre action nationale qui s'appelle L'école est finie. Et c'était donc l'ouverture un matin de toutes les écoles, élémentaires et maternelles, pour débattre de l'avenir du système éducatif français et aussi pour informer des dangers de la réforme Darcos. Parce que celle-ci, quand même, elle était costaud. Alors, je vais vous en dire quelques mots comme ça rapidement. Darcos, c'est les 4 jours semaine. Transformation des rythmes scolaires. Donc, suppression du samedi matin. À savoir quand même 3 heures de moins d'enseignement. Mais pas de soulagement au niveau des programmes. Donc, les élèves devaient avaler en 24 heures, ce que d'habitude ils avalaient en 27 heures. Sauf que nous, les enseignants, évidemment, on ne pouvait pas quand même perdre 3 heures comme ça et payer à rien faire, déjà que. Alors, on devait ces 3 heures à l'État. Alors, Darcos a eu une excellente idée. Il a mis en place l'aide personnalisée. L'aide personnalisée, c'était pour permettre de prendre des enfants dits en difficulté. Alors, on les prenait soit le matin avant qu'ils rentrent à 8h30, vous imaginez, soit le midi, après l'heure, 11h30, en général c'est la fin des cours du matin, pendant 30 minutes, donc jusqu'à midi, ou le soir après l'école. Alors, derrière tout ça, cette aide personnalisée, d'abord moi je suis pédagogue, je ne suis pas psychologue, je ne travaille pas sur les comportements particulièrement de l'enfant, et je ne suis pas là non plus pour aider les élèves qui sont dans des grandes difficultés. Je peux remettre un élève sur les rails sans difficulté, en effet, sans problème. Au niveau pédagogique, ça peut se faire. Il y a des enfants qui déraillent momentanément, il n'y a pas de souci. Alors derrière tout ça, Darcos, en fait, ce qu'il voulait, c'est supprimer les réseaux d'aide
aux enfants en difficulté. Voilà, tout simplement. Et en utilisant les enseignants, gratuitement, puisqu'on devait 16 heures, c'était quand même vachement bien. Donc en fait, il a supprimé plein de réseaux d'aide qui permettaient de prendre justement tous ces enfants en difficulté. Ce qui a posé évidemment énormément de problèmes. Et puis la troisième chose de Darcos, c'était, que j'oublie pas, les évaluations. Darcos a été très très virulent au niveau des évaluations. Il a donc mis en place des évaluations nationales à partir du CE2, donc l'année de fin de CE2 et l'année de fin de CM2. Voilà, et ces évaluations, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi elles ont servi. Fort intéressant. Et la troisième chose, pourquoi l'école est finie? Parce que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'école, c'est-à-dire l'école comme moi je la concevais, école émancipatrice, hein, réveilleur d'intelligence, est-ce que cette école va vraiment disparaître pour laisser la place à une école complètement libérale? C'est la troisième question de ce thème de ce soir. Voilà. Bon, donc vous êtes dans le bain, ça va? Oh ben vous n'êtes pas bavard, hein. Vous avez le droit de participer, hein, c'est l'école. Bien, alors, moi, quand je présente ma conf, Rémi a mis ça un petit peu sur la petite affiche, en fait. Moi, j'écris, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, comme Obélix dans la marmite. En fait, c'est vrai, je suis arrivée à 14 mois dans une école. Là, on me dirait, je n'ai pas été balancée comme ça par une cigogne dans une cour d'école, hein. Non, non, en fait, à 14 mois, j'étais à l'orphelinat et j'ai un papa, enfin une dame et un monsieur qui, en fait, ont voulu adopter une petite fille et voilà, ils m'ont choisi à l'orphelinat. Et en l'occurrence, ce monsieur et cette dame, c'était un directeur d'école de garçons dans un petit village près de Rennes, et ma maman était directrice de l'école de filles dans le même village. À ce moment-là, vous savez, pas de mixité, hein. Les gars d'un côté, les filles de l'autre. On a eu de la chance quand même, parce que dans les écoles rurales, ça coûtait cher quand même à l'éducation nationale, d'avoir 2 CP, un chez les filles, un chez les gars, enfin toutes les classes comme ça multipliées par 2. Donc très vite, ils ont bien compris qu'il fallait mixer les écoles rurales. Et donc moi j'ai eu cette chance très vite d'avoir pas que des filles dans ma classe, mais aussi d'avoir des garçons, ce qui était fort sympa d'ailleurs. Voilà. Donc voilà pourquoi moi je suis tombée très tôt dans l'école. Je continue à regarder un petit peu, parce que là je suis... Donc évidemment, j'ai passé beaucoup de temps dans l'école. J'ai été élève, voilà, étudiante comme vous, et puis après j'ai basculé. Je suis passée de l'autre côté de la barrière, j'étais enseignante. Donc en fait, j'ai jamais quitté l'école, sauf récemment. Et encore, j'y vais toujours. J'ai des petits-enfants. J'y mets encore les pieds. Et en plus dans mon école. Mais c'est sympa parce que maintenant j'ai un autre regard, puis je suis de l'autre côté de la barrière. Donc c'est super chouette. Voilà. Alors, moi ce soir, je viens vous raconter un petit peu comment l'école a évolué. Elle a beaucoup évolué, parce que je m'en suis aperçue évidemment à travers ma carrière, et plus particulièrement dans ma carrière de directrice d'école. Donc je vais vous raconter un petit peu ce soir cela, en tout cas je vais essayer d'être le plus clair possible. Parce qu'il faut savoir quand même que depuis des décennies, et même plus, les politiques d'austérité, en fait, de droite comme de gauche, alors la gauche, alors là comme je suis avec des gens quand même qui sont vachement branchés gauche, anarchistes et autres, voilà. Donc moi j'appelle pas ça la gauche, aujourd'hui au pouvoir, j'appelle ça plutôt la droche. Hein, vous voyez, c'est un mélange de beaucoup de droite, avec un tout petit peu de gauche, quoi. Voilà. Bon. Donc j'appelle ça plutôt la droche. La droche, pardon. Et donc depuis des décennies, en fait, elle réfléchit, elle met en place des réformes qui visent en fait à priver le système éducatif français de moyens, en fait, afin qu'en fait il ne puisse plus remplir sa mission. Sa mission, c'est l'éducation au service de l'homme avec un grand H. Voilà. Donc, il y a eu des nombreuses réformes. Vous savez, parce que moi j'ai eu la chance dans l'éducation nationale, en fait ça tourne vachement les ministres. Hein, en fait, je crois que dans ma carrière j'en ai connu 84. Et donc 84 ministres, ça veut dire que chacun fait quand même une réforme. Parce qu'il faut quand même laisser son nom, quoi. Hein. Oui. Je vous comprends, mais vous avez dit qu'on a le droit d'intervenir. Vous avez dit que la mission de l'école, c'était l'éducation de l'homme avec un grand H. Ouais.
Et c'est une question bête, mais c'est écrit quelque part? Bien sûr, c'est dans le Code de l'éducation et c'est dans toutes les circulaires de l'instruction et de l'éducation nationale. D'accord. Voilà, c'est l'éducation, ça vise là. Donc j'en étais où? Pardon. J'étais rendue à... 84 ministres. Pardon? 84 ministres. Ah ouais, les 84 ministres. Donc voilà, chacun évidemment faisant une réforme. Alors il y en a certains dont je me souviens particulièrement, comme Allègre, dégraisser le mammouth, c'est un truc qu'on n'oublie pas, bien sûr. Donc dégraisser le mammouth, ça voulait dire quand même une suppression de postes d'enseignants très très importante. Et ça a entraîné évidemment des grosses difficultés dans les gestions d'école, puisque par exemple les maîtres malades n'étaient plus remplacés. Et aujourd'hui, ça s'est considérablement accentué, puisque même les congés de maternité ne sont plus remplacés. Donc ça devient quand même inquiétant. On n'a plus le droit d'attente de bébé dans l'éducation nationale. Voilà donc les réformes, et parmi aussi celles qui ont été très importantes, eh bien, celle de Darcos, 2005-2007. Mais avant, il s'est passé des choses. Et en fait, l'OCDE, en 2002, qui s'est occupé de l'éducation, vous savez ce que c'est que l'OCDE? Quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'OCDE? L'Organisation du commerce mondial. Pardon? L'Organisation du commerce mondial? Pas tout à fait. Alors l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Voilà. Alors déjà, avec ce nom-là, vous vous dites que l'OCDE va s'occuper de l'éducation. Déjà, ça questionne un peu les enseignants. Bonsoir, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? C'est déjà l'économie, développement économique. Bien. Alors il faut savoir aussi que dans cette OCDE, il y a 29 ambassadeurs, donc ça c'est pas trop gênant. Par contre, il y a 300 économistes ultra-libéraux. Ça, c'est déjà beaucoup plus inquiétant. Et ils ont décidé de s'occuper, ces 300 économistes ultra-libéraux plus les autres, de l'école et de l'éducation nationale. Alors on va, enfin moi particulièrement, parce que je n'avais pas trop l'habitude en fait d'entendre ce vocabulaire-là, et l'OCDE va faire entrer dans l'école, faire pénétrer dans l'école un nouveau vocable. Moi j'appelle ça des gros mots en fait. Non mais c'est vraiment des gros mots, hein, je peux vous dire, je ne les avais jamais entendus dans l'enceinte de l'école. Et voilà, ça va changer beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si ces gros mots vous les connaissez, on va essayer de les trouver ensemble. Ah, je sais pas. Par exemple, quel gros mot des économistes auraient dû faire entrer en fait dans l'école, faire pénétrer dans l'école. Par exemple, je vous mets sur la piste un petit peu pour vous aider, parce qu'on ne va pas passer la soirée là-dessus non plus. Donc, connaissance, à la place de connaissance, ils auraient pu nous mettre quoi comme mot? Compétence. Voilà. Alors, déjà le mot compétence. Alors, le mot compétence va en effet entrer dans l'école. Bah, pour moi, c'est un gros mot, hein, je vous expliquerai pour vous tout à l'heure. Alors, je ne vais pas écrire sur ma belle affiche. Hein. J'ai la chance, Rémi a trouvé un paperboard, parce qu'il avait oublié, hein, parce qu'il n'oublie rien, mais en fait, top. Hein. Donc voilà, alors, donc, c'est pour écrire, Rémi, tu vois, j'avais besoin de mon paperboard. Il y a le mot compétence, en effet. Ça, c'est un nouveau mot qui va rentrer dans l'école et qui ne va jamais me quitter. Alors, avec les compétences, évidemment, il y a un mot qui est indissociable, c'est une double logique. La compétence, il faut les... Non. Alors, il y a ça aussi, peut-être après. Il faut l'évaluer. Eh bien oui. Les compétences, elles ne sont pas évaluées, ça ne sert à rien. En fait, il y a un deuxième gros mot qui va rentrer, c'est évaluation. Ça aussi, ça va prendre énormément de place dans mon métier. Et ça alors, ces deux-là, ils vont servir à quoi justement? Une validation. Non, pas l'évaluation. Pardon? À faire le tri. Oui, c'est à un moment donné, on va en parler de ça, oui, on fait le tri, c'est clair. Mais c'est pas tout à fait les deux autres gros mots que je voudrais mettre en dessous. C'est que quand on a des compétences qu'on peut évaluer, on peut savoir quoi sur le système éducatif? On mesure. Un peu ça, ouais. Performance. Performance. Ça, c'est un super mot. La performance. Performance du système éducatif. J'écris plus très bien, hein, vous savez. Hein. Voilà. Ça fait 1 an que j'ai quitté les tableaux. Hein. Et alors, performance, mais elle, on
peut l'avoir grâce à quoi? Un autre petit mot ici. Du bec. La culture du... Il a été dit tout à l'heure d'ailleurs. Quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, je sais pas, je crois que c'était par là. L'heure est... Non. La culture du résultat. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, hein? Je ne sais plus qui. Voilà, super. Bon élève. Hein? C'est bien. Super. Elle aura une bonne note et une bonne évaluation, je sens ça. Résultat. Voilà, ça c'est 4 gros mots qui vont rentrer dans l'école. Et je peux vous dire, ça va faire du dégât. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Je ne sais pas si tout le monde voit, parce que là-bas, dans le petit coin, là, vous ne voyez peut-être pas. Ah bah non, oh là là! Faut pas vous cacher comme ça. Faudrait que je le tourne un peu, peut-être aussi. Ça va, là, vous voyez quelque chose ou pas, là? Et là-bas aussi? Non, c'est pas terrible, hein? En fait, il fallait 2 paperboards. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc, je me mélange avec les filles. Voilà, en fait, j'ai fait le petit schéma de ce que je viens de vous dire. Il y a l'OCDE ici, voilà, donc qui fait rentrer dans l'école des grands mots. Les compétences, les évaluations, résultats et performances. Ces deux-là, ils sont indissociables. D'accord? C'est la double logique de la compétence d'évaluation, ça va dans les 2 sens. Ok? Les compétences, elles vont permettre d'avoir le résultat des établissements, ainsi que la performance via les évaluations. Ça va devenir une obligation à l'intérieur de l'école. L'école va avoir une obligation de performance et va avoir aussi une obligation de résultat, chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, avant 2002. Et pour ajouter un petit peu de piment à tout ça, eh bien, nous avons eu la chance avec M. Darcos de mettre en place ce fichage qui est arrivé en 2006-2007 dans nos écoles. Alors le fichage, je vous en parlais aussi tout à l'heure, ça a été une grande lutte, une grande résistance, et ça a été chaud de chaud, en tout cas pour moi. Voilà, alors, la compétence, on va commencer par le premier gros mot. Est-ce que vous connaissez un peu la définition de la compétence? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Les tâches qu'on sait accomplir. Les tâches à remplir. On sait Ouais, accomplir. c'est un peu ça. Un savoir-faire. C'est pas tout à fait un savoir-faire. Ça vient de compétition. Ça entraîne une notion de compétition, mais c'est pas la définition des compétences. Les capacités, les facultés à rassembler différentes connaissances pour agir efficacement. C'est pas mal. C'est même bien. C'est qui cet élève là? C'est celle qui mange une pizza? Ah non? C'est la pizza, hein, ça. Non, ouais, super. C'est bien. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais c'est super, quand même bien précis. Bon, alors je vais vous la donner parce que je l'ai pas apprise par cœur. J'ai trouvé dans le Larousse, hein, mais. En fait, c'est l'ensemble des dispositions, capacités, aptitudes spécifiques qui permettent à tout sujet parlant une langue de la maîtriser et qu'il met en œuvre à l'occasion de ses actes de parole effectifs dans des situations concrètes. Voilà, donc c'est l'utilisation de la langue, la mise en œuvre de la langue pour... Voilà. Et entre parenthèses, et ça j'ai beaucoup aimé, ce qu'a mis Larousse, ce qui constitue la performance. Voilà, donc c'est quand même assez précis, hein, ce qu'on vise. Alors, pour la notion de compétence, je dirais qu'elle est arrivée un petit peu avant 2002. Avec Bayrou, ministre de l'Éducation nationale sous Chirac. Elle est rentrée en 1995. Bayrou a mis en place le livret personnel des compétences pour chaque élève. Ça, c'est un super truc. Je vous en ai amené un d'ailleurs parce qu'il faut que ça soit vu, quoi. C'est trop génial comme j'ai. C'est un outil extraordinaire. Ça s'appelle livret de compétences. C'est déjà un gros truc, hein. En fait, là-dedans, il y a 365 compétences à évaluer. C'est vrai que j'ai que ça à faire. En fait, je passe mon temps à évaluer. Donc, il y a 365 compétences à évaluer et ce livret de compétences, il est mis en place à partir de l'âge de 3 ans. Donc, à 3 ans, on commence à évaluer les compétences de ses élèves. Et tout ça, évidemment, pendant toute la scolarité. Fin de CM2.
après, je vous raconterai le reste, parce que ça ne s'arrête pas là. Alors, celui-là, je l'ai sorti parce qu'il est vraiment extraordinaire. C'est l'Académie de l'Oise qui l'a sorti. Alors, eux, ils font de l'excès de zèle. Ils démarrent les compétences à 2 ans et demi. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et est-ce que les parents, ils sont au courant, ils voient ça ou ils... Ouais, je vais vous raconter tout ça. Ne vous inquiétez pas, ils sont au courant. Les pauvres, ils sont au courant, sans y être. Alors, en fait, les compétences, elles sont classées dans 6 domaines, en ce qui concerne l'école maternelle. Il y a d'abord découvrir le langage, donc c'est tout ce qui est la langue parlée, l'oral, etc. Il y a découvrir le monde, c'est tout le domaine mathématique. La géométrie, l'espace, le temps et autres. Il y a aussi découvrir l'écrit, donc tout ce qui est l'écriture, cursive et autres, les différents supports d'écrit, les affiches et autres. Il y a aussi agir et s'exprimer avec son corps. Ça des titres super sympas, non? Vous trouvez pas, non? Agir et s'exprimer avec son corps. On a envie, quoi, non? Moi, j'aurais bien envie d'agir et d'exprimer avec mon corps. Moi, je parle beaucoup ce soir, donc c'est plutôt la maîtrise de la langue orale. Et donc ça, c'est tout ce qui est éducation physique, danse, voilà, tout ce qui est un petit peu l'expression, en fait. Et le dernier, l'avant-dernier, pardon, parce que le dernier, il est pas mal aussi. L'avant-dernier, c'est imaginer, sentir, créer. Ah, d'après vous, ça regroupe quoi, ce truc-là? Imaginer, sentir, créer. Ouais, c'est tout ce qui est le monde du théâtre, l'art plastique, voilà, tout ce qui est dessin et autres. Et le dernier, c'est le domaine du vivre ensemble. C'est sympa, c'est compétences transversales, ce qu'on appelle la compétence transversale. Sans les compétences transversales, en fait, en gros, on ne peut pas atteindre les autres compétences. Compétences transversales, le vivre ensemble, c'est être capable de respecter les autres, etc. La concentration, l'écoute, la compréhension, enfin, tout ça. Et alors, ce vivre ensemble, moi je trouvais ça plutôt chouette parce qu'on avait pris en compte la prise en compte des autres, avec qui on était quand même tous les jours dans nos classes. Et en 2006, ça a changé. Ça s'appelait devenir élève. C'est pas tout à fait la même chose. Vous comprenez là, un petit peu le virage, hein? Du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la construction d'élèves avec les autres. On demande après de devenir élève. C'est vraiment centré sur soi, exclusivement sur soi. Donc voilà. Alors ce livre de compétences, eh bien, il est fait comme ceci, c'est-à-dire qu'il y a les 3 niveaux, et TPS, puisque c'est 2 ans et demi dans l'Académie de l'Oise, les petites sections, les moyennes sections et les grandes sections. Il y a des colonnes, vous voyez, devant chaque compétence. Et en fait, moi, en tant qu'enseignant, je suis censée faire des petites croix. Donc, 365 croix, vous imaginez, je n'ai pas 365 jours d'enseignement, je suis un peu feignante, j'ai pas mal de vacances, donc en fait, il y a des fois, je suis obligée d'évaluer 3-4 compétences dans la même journée. Donc en fait, je passe mon temps à évaluer de la compétence. Je ne sais même plus si je fais de la pédagogie d'ailleurs. Alors, il y a 3 possibilités pour les petites colonnes. Si je mets rien, ça c'est super, je prends moins de temps, mais c'est-à-dire que c'est pas acquis. Je mets une petite croix, un petit trait comme ça diagonale, c'est en cours d'acquisition, et ça c'est pas mal aussi, parce qu'en fait ils peuvent être tout le temps en cours d'acquisition. Moi ça me gêne pas vraiment, ils ont tout le temps qu'il y a, qu'ils souhaitent. Et puis enfin, il y a une croix complète. Ça, c'est génial, c'est le jour où ils ont tout acquis. Voilà. Alors, ce livret de compétences, en effet, pour répondre à madame, il est transmis aux parents. Il est transmis aux parents selon un peu les décisions d'équipe pédagogique. 1 fois, 2 fois ou 3 fois par an. Voilà. Donc, en général, à peu près à chaque période, vous voyez, décembre, vacances de printemps, avril, et puis fin d'année scolaire. Alors, je vous ai sorti quand même quelques trucs parce que les parents, évidemment, en recevant ce livret de compétences, sont censés connaître et savoir sur quoi on a évalué leur enfant. Autrement, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors, j'ai noté quelques trucs quand même, parce que je voudrais savoir ce que vous en pensez, et puis si vraiment vous comprenez la même chose que moi. Parce que des fois, je me suis un peu posé pas mal de questions. Alors, il y a un truc tout simple. Alors ça, c'est plus un peu sur la dérision que je vous en fais part. Quand on évalue une compétence, on doit dire toujours l'élève est capable de. D'accord? C'est une base, c'est important. L'élève est capable de. Voilà. Eh bien, par exemple, l'élève est capable de faire part de ses besoins physiologiques. Ah!
Alors, par exemple, quel besoin physiologique dois-je évaluer? Exactement. Alors, est-ce qu'il sait faire pipi, le petit loulou, là? Je lui mets une croix, j'en ai pas. Autre chose. Ah ben c'est pareil, enfin bon, c'est toujours au même endroit, c'est dans les toilettes. Les autres besoins physiologiques d'un enfant, ça pourrait être quoi? Boire, dormir. Pardon? Se moucher, exactement. Boire, dormir. Et? Boire. Bah oui, se désaltérer. Dormir. Eh bien voilà, moi par exemple, ouais, je suis censée évaluer ça quand même. Il faut que je sache si mon élève sait boire, va aux toilettes et se mouche. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Non mais sérieusement, mais il veut faire pipi quand il veut, quoi. Il a fait faire pipi. Ah super, il fait pipi, celui-là je lui mets une croix. C'est à qui? Super. C'est quelqu'un, très bien, je lui mets une croix aussi. Il se mouche, parfait, il est autonome, très bien. Vous voyez quoi. C'est un peu rigolo quand même. Moi, dans ma classe, ils avaient quand ils voulaient, quoi. Ils avaient les mouchoirs à disposition et j'en avais rien à faire. Ils se mouchaient pas, il est là pour apprendre. 2 ans et demi, enfin, voilà, quoi. Voilà, c'est pas des questions qu'on se pose avant qu'ils rentrent à l'école, en fait. Ah ben, quand ils sont censés rentrer à l'école, ils sont censés être propres, déjà, à 2 ans et demi. Et puis se moucher, ben, ils se mouchent pas, c'est pas grave, on apprend ça à l'école aussi. Hein. Il y a des enfants qui se mouchent pas à 4 ans, hein, donc c'est pas non plus... Non, ben, ceux-là, ça va être surtout, certainement, des futurs délinquants en puissance. Moi, je le dis, quoi. Un gamin qui sait pas se moucher à 4 ans, il y a un problème, quoi, c'est évident, quoi, hein. Voilà, donc bon, c'est tout ça. Ça, c'était plus pour vous montrer que, voilà, à quoi je sers au niveau de l'éducation nationale. L'autre, modifier. Alors, l'enfant doit être capable de modifier et adapter son propos en fonction des réactions de ses interlocuteurs. Non, donc ça, je donne ça aux parents aussi. Hein. J'espère qu'ils comprennent sur quoi j'ai évalué l'enfant. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Pardon? Il faut se taire devant l'enseignant. Ouais, par exemple. Donc, non, mais vous vous rendez compte que je suis quand même obligée, c'est-à-dire j'en ai peut-être au moins 28 à 30 dans ma classe, et que quand il y a des interlocuteurs, je suis censée faire vachement attention à la réaction qu'il va avoir en fonction de l'interlocuteur qu'il va avoir devant lui, quoi. Je sais pas comment je fais, moi. Enfin, bon, personnellement, j'y arrivais pas. Donc, voilà, c'était déjà réglé. Alors après, je vous en donnais un autre, parce qu'il y a des fois, il y a des expressions, c'est assez extraordinaire. Et je me demande ce que les parents comprennent. Alors, dans découvrir l'écrit, vous savez, c'est tout ce qui est les fonctions d'écrit. L'enfant est capable de comparer les écrits fonctionnels. Alors là, je vais doucement parce qu'il faut comprendre quand même. Comparer les écrits fonctionnels rencontrés quotidiennement, passage d'une reconnaissance logographique à la prise de repères graphologiques et orthographiques. Voilà, alors moi je donne ça à mes parents d'élèves. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas... Vraiment, vous n'êtes pas bon, hein. Non, mais sérieusement, vous n'avez pas compris? Eh bien, c'est ce que vous n'avez pas compris, je pense que mes parents d'élèves comprennent. Pardon? Ouais, par exemple, ouais, si là, la pharmacie, par exemple, il y a le logo, il dit « Ah ouais, je suis... Maîtresse, je sais, c'est une pharmacie, ça, il y a la croix verte. » Voilà. Il faut déjà sortir de la classe de la pharmacie, se promener dans les rues. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. En fait, entre parenthèses, pour m'aider, c'est marqué « C'est comme, ça ressemble à, on dirait que... » Ah hein. Eh bien donc, heureusement qu'il y a des explications aussi pour les parents, parce que je suppose qu'ils auraient compris. Alors, j'en ai encore deux, hein, parce qu'il y en a quand même sympas. Voilà, alors là, par contre, celle-ci, elle m'amuse pas trop, en fait. L'élève est capable d'exprimer ses émotions, plaisir, peur, joie, par le langage. Et ou par des comportements pondérés. Ah, ne montre pas de colère excessive et répétée, de bouderie systématique prolongée. Quand je vous parlais des futurs délinquants en puissance, c'est un peu tout ça que M. Sarkozy voulait cibler. En fait, un gamin qui boude, qui fait des colères, c'est à surveiller. C'est pas normal.
c'est parfaitement normal. Et le dernier, alors là aussi, je ne sais pas si vous allez comprendre quelque chose. L'élève est capable d'expliquer la relation entre la nature des éléments et leur localisation. Ouais, c'est clair ça. Non, ça vous parle pas? Non? Expliquer la relation entre la nature des éléments et leur localisation? Bah si. Oui? Un poisson dans l'eau. Ouais. C'est pas mal. Oui, ça peut être ça. Oui. Mais en fait, c'est plus par rapport à l'espace, en fait. L'espace. Alors, ils mettent, pour que les parents comprennent et que la maîtresse aussi comprenne, parce que moi, j'aurais pas tout compris non plus. En petite section, par exemple, expliquer pourquoi il y a une porte entre les classes. Hein? Quand même. Il faut expliquer pourquoi il y a une porte entre les classes. Bien. En moyenne et grande section, c'est un peu plus compliqué. Expliquer pourquoi un panneau de signalisation se trouve à un endroit particulier. Bon, ça, c'est pas mal, signalisation côté de la route. C'est pas trop mal. Ouais. Donc voilà, vous voyez, les compétences, c'est tout ça. Et donc, il y en a 365. Ça a été révolutionnaire. Ça a changé complètement le métier de l'enseignant. Complètement. Avant, c'était quoi du coup alors? Pardon? Avant, c'était quoi? Avant, il n'y avait rien. C'était le néant. La maternelle, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de notes. Nous, on ne notait pas à l'école maternelle. Donc, il n'y avait pas du tout d'évaluation de compétences. Il y avait des travaux des enfants qui permettaient en fait de voir si l'enfant progressait, hein, avec des petits bonhommes qui rigolaient quand ils avaient réussi leur travail, et puis voilà, et puis c'était tout quoi. En fait, il n'y avait pas toute cette mise en place des évaluations et des compétences plus particulières. Mais on avait des récompenses quand même. Ah, ça. Enfin, dans ma génération. Ouais, il y avait des bons points, ce qu'on appelait des bons points. Mais en fait, c'était lié à la note aussi, je pense, hein, parce que c'est plus à l'élémentaire que ça existait. Moi, je n'ai traversé que l'école maternelle, puisque c'était mon domaine et que j'aimais beaucoup enseigner en maternelle. Donc, moi, les bons points, je sais qu'il y a des collègues qui donnaient des bonbons, ça je sais, en école maternelle, mais bon, moi, non, enfin voilà, quoi, je veux dire, après, ils sont là quand même, enfin, en maternelle, en plus, c'est découverte de tout, quoi. Donc, on ne va pas demander d'évaluer les compétences à 2 ans et 3 ans. Enfin, moi, personnellement, je ne partage pas ce point de vue. Voilà. Alors, ce que je voudrais rajouter sur cette notion de compétence, c'est que, bon, en fait, moi, elle ne me dérange pas, cette notion de compétence, si elle recouvre le sens commun. C'est-à-dire, aider un enfant à mieux s'exprimer, enfin, ça paraît assez évident quand même, on est là pour ça. Je veux dire, au niveau de la pédagogie du quotidien, la situation d'apprentissage que je vais mettre en place, c'est bien pour aider, voilà, mais c'est une compétence qui est très très large. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Par exemple, aider l'élève ou amener l'élève à émettre des hypothèses et à les argumenter. Ça paraît quand même assez évident aussi comme compétence. Enfin, moi, ça ne me gêne pas. Ce que j'aime beaucoup dans la notion de compétence, un peu cette espèce de formatage, en fait, c'est qu'on arrive à amener les élèves en fait, à accomplir des tâches, tout simplement. Ils vont réaliser un certain nombre de tâches les unes après les autres, c'est tout. Et on ne voit pas trop l'intérêt, en fait. Après, on dit il n'y a plus de sens, en fait. Les enfants viennent à l'école et ne donnent plus de sens parce qu'ils y font, mais c'est évident. Puisque de toute façon, on leur demande que d'accomplir des tâches. Par exemple, quand on écrit, moi, je sais pas, quand je regarde mes élèves, je dis, bon, voilà, il est capable d'écrire une phrase en lettres attachées, basta, je passe à autre chose. Tandis que là, il faut que j'évalue, l'élève est capable de tenir son crayon correctement. Première chose. L'élève est capable d'écrire la lettre dans le sens de l'écriture d'une lettre, quoi. C'est-à-dire de gauche à droite. Enfin, donc il faut que je passe par plein de compétences pour en arriver à dire ouais, super, il écrit bien. Et je peux dire tout simplement, oui, il écrit bien. Voilà, il le démontre par la phrase qu'il est en train d'écrire devant moi. Je n'ai pas besoin de passer par je ne sais pas combien de compétences pour finir de dire ouais, ok, il écrit très bien. Donc en fait, on enferme en fait, les élèves dans une suite d'accomplissement de tâches. Voilà. Alors je fais souvent un peu l'image de l'entonnoir, parce que je trouve que moi c'était ça en fait. L'entonnoir, avant c'était l'école. L'école d'avant, moi je dis l'école d'avant parce que c'est un peu celle que j'ai toujours défendue jusqu'au bout. C'était l'école émancipatrice.
C'est-à-dire, voilà, moi en tant qu'enseignante, j'étais plutôt là pour amener plein de connaissances à mes élèves et que, en fait, eux-mêmes se les créent, soit dans des situations de découverte, d'expérimentation, etc. Et puis après, on est tombé, en fait, après, là, à partir de 2002, une espèce de petit tube, là, du bas de l'entonnoir. En fait, on a enfermé les élèves là-dedans et ils accomplissent que des tâches. En fait, on les formate. On les a formatés, on les formate. Tout simplement, on les formate parce que c'est une commande du patronat, tout simplement. Et on les formate, en fait, pour qu'ils soient des salariés flexibles et adaptables à souhait. Voilà, la volonté à travers cette compétence. Je trouve que le lien est très rapide. Oui, bien sûr, mais là je saute, mais je vais expliquer un petit peu. Ah oui, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est le travail de l'enseignant qui, lui, est très structuré et qui, du coup, amène à réfléchir, comme vous le disiez, à différentes étapes, peut-être pour justifier, je ne sais pas, une opinion, on va dire, cet enfant-là sait écrire, et pourquoi il sait écrire? Parce qu'il sait faire la boucle, parce qu'il sait tenir son crayon, parce que voilà, toutes les raisons. Et je vois pas effectivement le lien, comment on peut dire aujourd'hui que, parce qu'aujourd'hui on fait des évaluations, l'enfant devient acteur que de petites tâches. C'est parce que c'est le monde du travail, en fait, quand je dis ça, ouais, je peux expliquer un peu plus longuement, enfin, à mon avis à moi, hein, mais c'est mon avis personnel, hein, c'est tout à fait ce que je défends, c'est à travers, je trouve, cet accomplissement des tâches, je pense qu'on prépare en effet l'élève à être demain quand même adaptable au monde de l'entreprise, c'est-à-dire comme on va de moins en moins l'amener à réfléchir, mais plutôt d'accomplir des tâches les unes après les autres, en fait, il va plus avoir cette possibilité au niveau de l'esprit, de l'interrogation, de l'esprit critique, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, si vous voulez, un enfant qui sait écrire, j'ai pas besoin de savoir s'il tient bien son crayon et s'il fait les lettres dans le sens de... J'ai passé mon temps à travailler avec lui pour qu'il arrive à ça. Donc évidemment, j'ai été très vigilante sur le sens de l'écriture, etc., pour qu'il arrive à écrire très couramment et facilement. Donc, quand on met toutes ces compétences les unes après les autres, c'est bien qu'on veut en faire quelque chose. C'est-à-dire, on veut le formater, c'est-à-dire que l'enfant doit tenir son crayon d'une certaine manière et pas d'une autre, ou on considère que s'il le tient d'une autre manière, il ne va pas bien écrire. Enfin, vous voyez, donc c'est quand même tout est lié, quoi. Parce que vous expliquez la façon dont on évalue l'enfant, mais est-ce que la méthodologie d'enseignement a changé? Après, je vous parlerai de l'évaluation. La méthode dans... En fait, on a prévu un temps de ouais, parce qu'autrement, je vais me couper toute ma conf. D'accord, vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait intervenir. Voilà, parce qu'après, en fait, ouais, mais on pourra en débattre après. Parce que... Je pense qu'il y a des réponses qui vont arriver au fur et à mesure. Ouais, parce qu'en fait, là, bon, j'explique un peu tout ça, mais... Et puis, je ne fais pas toujours dans l'ordre, et j'y reviens, donc voilà, parce que tout ça, ça se mélange, en fait, tout est lié, donc... Vous allez m'entendre parler de résultats, alors que je ne suis peut-être pas tout de suite sur le mot résultat, mais enfin, donc, tout est lié, en fait... Alors, par rapport à ce que je disais sur le formatage, etc., moi je fais référence à une... je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas il faut lire son bouquin parce qu'elle est vraiment géniale. C'est Angélique Del Rey. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Voilà. Et ça s'appelle « À l'école des compétences, de l'éducation à la fabrique de l'élève performant ». Donc ça c'est plein de réponses à vos questions. En tout cas sur justement la notion de compétence. Et j'ai extrait une partie un petit peu de son livre, là, qui, je trouve, illustre bien, en fait, cette notion de compétence. Elle dit, cette notion de compétence est parmi d'autres une illustration d'un processus néolibéral, c'est vrai qu'elle ne mâche pas ses mots, tendant à placer non plus l'éducation au service des élèves, mais plutôt les élèves à éduquer au service des besoins de l'économie. C'est un processus de réduction de l'éducation à la fabrication d'un élève économiquement performant. C'est-à-dire que l'école ne doit plus former des citoyens libres et égaux, mais doit formater avant tout des salariés flexibles et adaptables à souhait. Voilà. Alors moi, ça m'a changé, oui. Enfin, ça m'a changé pas vraiment, parce que moi, je ne suis jamais rentrée là-dedans. En fait, j'ai jamais mis ça en place. Donc ça n'a pas changé vraiment mon métier d'enseignant. Mais pour ceux qui ont adhéré ou qui n'ont pas eu le choix, hein, parce qu'on n'a pas toujours le choix, eh bien, ça a changé considérablement leur métier.
en fait, ils ont eu l'impression du jour au lendemain de passer leur temps à évaluer. En fait. Ils ont eu l'impression de devenir non plus des pédagogues, de rester des pédagogues, mais des évaluateurs. Parce que quand on a autant de compétences à évaluer, je peux vous dire qu'il faut passer du temps avec 30 élèves par classe. Donc, ça a changé complètement notre métier. Voilà, alors je vais passer avec les évaluations. Le deuxième mot, c'est les évaluations. Alors, les évaluations, c'est arrivé donc avec Darcos, 2006-2007. Elle va être particulièrement développée donc, à travers un programme qui s'appelle le programme PISA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce programme. C'est Programme for Assessment, ce qui veut dire en gros en français, un programme pour évaluer le suivi des acquis des élèves jusqu'à l'âge de 15 ans. Et exclusivement dans 3 disciplines particulières. La lecture, les mathématiques et les sciences. Le reste, on s'en fout. Que l'élève soit très bon en art plastique, on n'en a rien à faire. Très bon en musique, on n'en a rien à faire. En EPS, encore moins. Et donc, voilà. Donc, on va aussi orienter ces évaluations sur 3 disciplines fondamentales. Parce que, soi-disant, aussi, l'échec scolaire est en pleine progression. Mais si on laisse plus de place à toutes ces activités transversales, les enfants qui sont déjà en difficulté, si on les fait faire que de la lecture, des mathématiques et des sciences, j'ai pas l'impression que ça va réduire l'échec scolaire. Par contre, je suis assez persuadée que ça va l'accentuer considérablement. De toute façon, le livret de compétences est très révélateur par rapport à ça. Parce que moi, dans le livret de compétences que je vous ai montré, il y a en fait 153 compétences en français à évaluer, ce qui est énorme. 105 compétences en maths, alors qu'on n'en a que 32 en sport, 38 en imaginatif et 37 en devenir élève. Même le transversal n'est pas important. Alors, le programme PISA va exclusivement se concentrer sur la notion de résultat. Parce qu'en fait, dans les évaluations, il y a 2 sortes d'évaluations. Il y a l'évaluation sommative, qui est l'évaluation de contrôle, et qui est donc imposée en général par l'institution, la bureaucratie. Et donc, on n'a pas le choix. C'est les évaluations nationales qui ont été mises en place donc en CE2 et CM2. Et puis, il y a aussi l'autre évaluation, en tout cas celle que moi j'ai continué à mettre en place dans ma classe, qui s'appelle l'évaluation formative. Donc c'est une évaluation qui est décidée par l'enseignante, c'est elle qui met en place ses petits travaux, exercices ou autres, pour évaluer ses élèves, en sachant qu'elle prend en compte aussi la notion d'erreur, puisque dans l'évaluation sommative de contrôle, c'est un système très injuste et très cruel, c'est une évaluation sur la base du code binaire. C'est-à-dire c'est 0 ou 1. Donc, vous réussissez ou vous ne réussissez pas. Alors quand je disais tout à l'heure qu'on formate les élèves, c'est parce que, par exemple, dans les évaluations, quand un élève a à résoudre un problème, bon, il y a toute une démarche de résolution du problème. Je ne sais pas pour quelle raison, à un moment, à la fin, il doit mettre donc le résultat et il se trompe. Je ne sais pas, un petit problème de concentration ou autre. En fait, c'est là-dessus qu'il va être évalué. Il ne va pas être évalué sur le reste. Toute sa démarche qu'il avait avant sur la résolution du problème, qui était excellente, ne va pas être prise en compte. On ne va l'évaluer que par le résultat qu'il aura écrit. Donc cet élève, il aura 0. D'accord ? On peut très vite devenir mauvais élève sur cette bascule-là. Et puis, si tu as tout bien fait, en fait, surtout le résultat, bon, tu as 1. Donc, on considère que c'est acquis. Alors, la formative, comme celle que je mettais dans ma classe, on avait le droit à l'erreur, parce qu'on part du principe que l'erreur, c'est un moyen d'apprentissage. Se tromper aussi, c'est se construire. Dans les évaluations imposées par l'institution, l'erreur, il ne faut surtout pas en avoir. Alors, ces évaluations, c'est très simple pour essayer de comprendre. Elles sont mises en place parce qu'en fait, l'objectif, c'est de sortir, comme disait madame, le tri. Ben ouais. En fait, ces évaluations des compétences, l'objectif principal, c'est de sortir une élite de l'école, tout simplement. Et puis les autres, on les laisse sur le côté.
Donc ce sera les larbins, voilà, qui seront utilisés. Et donc c'est là-dessus aussi que je reviens sur le formatage, parce qu'ils seront capables de réaliser des tâches, tout simplement. Alors, moi, j'ai eu des soucis avec l'évaluation parce qu'en fait, j'ai pas mis grand-chose en fait en place quand j'ai été directrice d'école. Et en l'occurrence, l'évaluation, je n'ai pas mis en place. Et à ma dernière inspection, ou avant-dernière, bon, ça a été très chaud avec mon inspecteur qui venait me noter sur ma compétence, on dira, pédagogique. Et donc, on a passé 2 heures à se crêper le chignon sur la notion de l'évaluation. Alors, alors lui, évidemment, il voulait que je mette en place l'évaluation institutionnelle, et moi, je ne voulais pas. Et donc, je lui ai montré que je faisais des évaluations, mais que c'est moi qui les créais, et qu'elles étaient adaptées à mes élèves. Voilà. Et donc, il n'était pas d'accord. Donc, on s'est un peu chauffé. Et puis, au bout de 2 heures, je lui ai dit, écoute, on va arrêter là, parce que je crois que de toute façon, on ne sera jamais d'accord. Hein, donc, on ne va pas non plus passer la soirée là-dessus. Et avant de le quitter, en fait, je lui ai juste demandé de réfléchir sur une phrase que j'aime beaucoup, de Pierre Bergogneau, qui a donc écrit ce livre, L'école, mission accomplie. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ben voilà. Et qui dit ceci. La seule façon de ne pas faire violence aux enfants serait de les juger par rapport à eux-mêmes, d'évaluer la distance qu'ils ont parcourue entre l'état où nous les avons trouvés au sortir de l'univers familial et celui auquel ils se sont élevés sous l'effet de notre enseignement. Mais cela reviendrait à reconnaître que c'est révolutionnaire. Voilà. Donc les évaluations, PISA, les compétences, tout ça, c'était pour obtenir cette culture du résultat. Parce qu'en fait, les évaluations, elles ne servent pas aux élèves. Elles servent à établir des palmarès d'école, tout simplement. Donc nous, on a eu la découverte, enfin on a eu la surprise de découvrir, par exemple, l'école, notre école, elle était classée là, ou là, en fonction de, enfin pas la mienne, puisque je ne suis pas rentrée dans les évaluations nationales, mais mon collègue d'élémentaire, qui était à côté de mon école, donc lui, un jour, il a trouvé que son école, elle était là, par exemple, parce que les évaluations en maths, elles n'étaient pas très bonnes. Donc, en fait, les évaluations, ça sert simplement à vous situer et à évaluer le système éducatif, et non pas les élèves. En fait, les élèves, on n'en a rien à foutre de ce qu'ils acquièrent ou pas. En gros, c'est pour vraiment arriver à cette notion de résultat et de performance. Donc, il y a des palmarès d'école, mais il y a aussi des classements par pays. Enfin, je ne sais pas, vous avez dû voir dans les journaux, la France, par exemple, il n'y a pas très longtemps, était 25e parmi les pays au niveau des mathématiques. Donc, on s'est aperçu qu'on n'était pas bon en maths. Donc, il y a certainement un ministre qui va nous faire une super réforme pour que nos petits Français deviennent bons en maths. Donc, ça, c'est ça. Donc, c'est les palmarès, c'est les classements donc, des pays. Et c'est aussi, et là, c'est quand même un peu inquiétant, le classement des enseignants. Parce que les évaluations, elles sont liées à la qualité de l'équipe pédagogique et des enseignants. Donc tout ça, c'est pour arriver à des classements, tout simplement. Un palmarès d'école, des classements et autres. Alors, je parlais du résultat, parce que le résultat, c'est ça, c'est les gens que je ne vais pas non plus m'attarder trop longtemps, mais la culture du résultat, si vous voulez, et la performance, ce qui est inquiétant par rapport à tout ça, c'est que ça va permettre quand même à nos parents d'élèves de faire des choix d'établissement. Parce qu'on nous a supprimé la carte scolaire, surtout au 2e degré, collège et lycée. Et ça va donc permettre, grâce à ces palmarès d'école, ces classements d'établissements, d'enseignants et autres, aux parents de choisir la meilleure école. Donc on va se retrouver avec des écoles d'élite, et puis on va se retrouver avec des écoles avec des enfants plus ou moins en difficulté. Et en fait, on va supprimer la mixité sociale, en fait, à travers tout ça. En plus, il y a plein de parents qui ne connaissent pas les codes pour se faufiler, trouver la bonne option pour rentrer dans tel lycée, enfin voilà quoi. Donc ils n'ont pas tous les codes de compréhension.
Donc ça va faire que l'école, en effet, il y aura une scission, il y aura l'école donc avec l'élite, et puis à côté il y aura l'école avec les élèves qui ont un peu plus de difficultés. Ça, c'est pour illustrer un petit peu le résultat. Et Mérieux dit, moi je trouve que c'est vrai, c'est que l'État en fait ne garantit pas dans le supermarché école la qualité des produits, c'est-à-dire les enseignants et l'enseignement. Il se fiche sur la qualité des étiquettes, c'est-à-dire évalue tout le temps, contrôle tout le temps, pour donner aux parents qui sont devenus des clients, parce que les parents sont devenus des clients, puisqu'ils ont le choix de l'établissement. Donc les clés pour aller dans la meilleure épicerie école. Donc voilà. La performance, en fait, c'est lié à la LOLF. Vous savez ce que c'est que la LOLF? Ouais? Si? C'est ce qui touche tous les services publics. C'est la loi organique, en fait, des lois des finances. En fait, cette loi, elle est basée, en fait, sur l'étude des budgets. Donc, en fonction de la performance du système, ou du service public, en effet, là, en l'occurrence l'éducation, mais il n'y a pas que nous qui allons toucher par ça. Il y a les postes, les hôpitaux, les transports, et puis il y a nous. Et donc la LOLF, grâce à tous ces résultats et à toutes ces évaluations et compétences, eh bien, elle va commencer à limiter les budgets pour l'école. Parce qu'en fait, on démontre que le système éducatif français, il n'est pas bon du tout. Les élèves ne sont pas bons, donc au lieu de donner des moyens, on va plutôt les supprimer. Et on va nous donner de moins en moins de moyens, comme ça on va dire en fait que les élèves ne sont pas bons, mais ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de nous, puisqu'on ne sommes pas des bons enseignants qui n'obtiennent pas de bonnes évaluations via les compétences. Et petit à petit, en fait, on va voir le système éducatif qui va se dégrader, même se démanteler, voire même peut-être à terme se détruire. Tout ça parce que on a fait de l'école un lieu de production, tout simplement. Parce que ces termes-là, en fait, ce sont des termes que vous pouvez voir dans n'importe quel type d'organisation d'économie. Donc, l'école est considérée comme un lieu de production. Les élèves ne produisent pas. Nous, on ne vend rien, en fait. L'école, elle ne vend rien. Et ça les emmerde, en fait. Parce qu'on n'a rien à vendre. Voilà. On n'a pas de marchandises. On n'a que des élèves. Mais n'empêche que on peut s'en servir. Alors, il y a aussi, avec tout ça, le fichage. Le fichage, c'est le fameux bas élève. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Un fichier donc, qui est arrivé en 2006-2007 et qui servait, soi-disant, comme outil de gestion au directeur d'école. Alors nous, on était super contents. Ça fait des années qu'on demandait un outil de gestion entre les écoles pour passer le certificat de rédaction, etc. Donc on était super emballés. Sauf que voilà. Il faut toujours un petit peu se méfier des politiques qui instrumentalisent les discours pour persuader, convaincre, là, surtout changer le sens des choses. Eh bien, ce fichier bas élève, c'était pas ça du tout. En fait, très vite, moi j'ai été alertée, un peu comme beaucoup de collègues, sur l'IBN, par le CORESER, c'est-à-dire le collectif de résistance rennais, et le syndicat bien sûr enseignement, sur les dangers de ce fichier. Donc très vite, je suis rentrée, parce que moi, je n'étais pas encore rentrée dans cette base, et je me suis aperçue, en fait, qu'il y avait plein de choses bizarroïdes, quoi. Comme outil de gestion, par exemple, est-ce que j'avais besoin de savoir quelle langue était parlée à la maison? Moi qui parle l'arabe, le français ou l'italien, on n'a rien à faire, quoi. Donc ça, par exemple, il fallait que je renseigne ça, dans ce fichier bas élève. Ce fichier bas élève aussi, il donnait un INE, c'est-à-dire un identifiant national élève, qui va poursuivre les élèves pendant toute leur scolarité et plus, et qui va être couplé très vite avec le passeport orientation et formation. Donc en fait, c'est un fichier qui suit les élèves toute leur vie. Voilà. Il faut savoir aussi que les données sont quand même centrées à Orléans, et c'est jusqu'à 30 à 40 ans. On n'est pas prêt de les voir disparaître. Alors ce fichier bas élève, il demandait aussi beaucoup d'autres renseignements. Il demandait en particulier de donner beaucoup de détails sur le cursus scolaire de l'élève. Particulièrement si l'élève était suivi par un psychologue.
s'il avait par exemple eu dans son accompagnement scolaire une AVS, c'est-à-dire une auxiliaire de vie scolaire. Vous savez, une personne qui vient aider les enfants qui sont un petit peu en difficulté. Si l'élève a été en hôpital de jour, si l'élève a été dans un milieu psychiatrique, si l'élève, voilà. Bah, je dis non, petite gestion, précis quand même. Hein. Donc moi je me suis dit, c'est bizarre quand même, tous ces éléments-là, enfin voilà, enfin, petite gestion de direction, c'est pas besoin de mettre tout ça, quoi. Voilà, on a demandé aussi la responsabilité